Dans le cadre de la semaine de l'ALM, gestion actif-passif, retrouvez les experts de Nexiologue Consulting dans une série de podcasts qui décryptent des sujets autour de la gestion ALM, des normes prudentielles, comptables et de la gouvernance des modèles en assurance. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Areski Cousin. Bonjour Areski. Bonjour. Areski est directeur scientifique au sein du pôle recherche et développement chez Nexiologue Consulting. Aujourd'hui, il va nous parler de la gestion actif-passif en assurance. Areski, comment définirais-tu la gestion actif-passif en assurance ? Alors d'abord, effectivement, on pourrait démarrer par rappeler que la gestion actif-passif, qu'on appelle aussi Asset Liability Management, est devenue ces dernières années une fonction incontournable du pilotage de l'activité et de l'évaluation des risques d'une compagnie d'assurance. Alors l'ALM consiste à coordonner les décisions d'investissement qui concernent la partie active du bilan avec les engagements futurs de l'assureur, c'est-à-dire le passif, pour assurer une gestion efficace de l'activité, notamment pour garantir la solvabilité et la stabilité financière à long terme. Alors en fait, on peut voir la gestion actif-passif comme un problème multi-objectif. Donc, l'objectif 1, c'est d'abord de s'assurer que les actifs de la compagnie sont suffisants pour couvrir à tout moment les engagements vis-à-vis des parties prenantes, que ce soit les assurés, les créanciers, les actionnaires. Le problème est particulièrement complexe car il faut évaluer les flux futurs de l'actif et du passif dans un environnement qui est hautement incertain. Et cela pour deux raisons. D'abord, la duration du passif qui peut être très, très importante, c'est-à-dire les engagements, la durée d'engagement de l'assureur vis-à-vis des assurés, en particulier en assurance vie, comme vous le savez. Les engagements au niveau des retraites peuvent aller sur plusieurs dizaines d'années et cela induit une forte variabilité des flux de passifs selon les scénarios qui se réalisent. La deuxième raison, c'est l'évolution à la fois des actifs et du passif qui peut dépendre d'une multitude de facteurs de risque. Des risques techniques, vie et non-vie, par exemple la mortalité, les rachats, arrêt de travail, dommages matériels, corporels en non-vie, les incendies, etc. Et les risques économiques et financiers, comme l'inflation, le risque de taux, le risque de marché, le risque de crédit, etc. Et d'autres risques également, comme risque opérationnel, le risque climatique et les risques de transition, qui sont incorporés de manière plus récente par les acteurs pour prendre en compte ces éléments. Et donc, plusieurs scénarios du monde doivent être envisagés pour analyser ces différents facteurs de risque et répondre à ces objectifs. Donc, c'est le cas, par exemple, en épargne. Un exemple très concret, l'ALM doit s'assurer que, dans des scénarios de crise financière, l'assureur est en capacité de liquider ses actifs pour faire face, par exemple, à des rachats qui peuvent être massifs. Voilà, donc pour ça, évidemment, on a besoin de modélisation ALM, comme on va le voir. Alors ça, c'est l'objectif 1, donc c'est s'assurer que les actifs sont bien en adéquation avec les engagements du passif. L'objectif 2, c'est définir une répartition à long terme des actifs qui permet l'atteinte d'objectifs de performance financière et extra-financière et en même temps de limiter les risques. Tout en ayant cet objectif d'assurer l'adéquation avec la duration du passif. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'allocation stratégique. Donc en fait, l'ALM commence par segmenter le portefeuille d'actifs de différentes manières. Alors, ça peut être par classe d'actifs, par secteur, par zone géographique, par plage de duration ou de risque, par niveau de score ESG. Il s'agit ensuite de définir pour chaque catégorie d'actifs des bornes entre lesquelles la répartition va fluctuer. Donc ça, c'est cet objectif de répartition pour l'atteinte de performance financière et de limitation de risque. Donc c'est notre objectif 2. Enfin, comme objectif 3, on a la gestion des risques. Évidemment, l'activité ALM vise à évidemment identifier, évaluer, suivre et atténuer les risques financiers, techniques et extra-financiers qui peuvent impacter l'activité. Alors, par exemple, en réalisant des analyses de sensibilité du bilan vis-à-vis des risques, risque de taux, exposition au marché, etc. Et d'être capable d'ajuster l'allocation pour limiter l'exposition à ces risques-là. Et enfin, on a une autre stratégie pour limiter les risques, c'est de prendre des positions sur certains produits financiers pour couvrir certains risques.
comme par exemple le risque de rachat ou le risque d'évolution des taux d'intérêt. On peut citer un autre objectif, c'est la contribution de l'ALM avec les autres services de l'assureur pour se mettre en conformité avec la réglementation, notamment le cadre prudentiel S2, comme par exemple les calculs de QRT, les projections ORSA, les calculs de métriques comptables, donc pour réaliser les bilans en normes sociales, et puis les bilans et comptes de résultats en normes comptables internationales, IFRS par exemple, IFRS 9 et 17, qui impactent beaucoup l'évaluation des actifs et des passifs. D'autres exemples, la réalisation des stress tests réglementaires, ou plus récemment, les stress tests climatiques de la CPR. Alors, comme on vient de voir, le pilotage de l'activité nécessite donc de suivre et de mesurer différents indicateurs de performance et de risque qui peuvent être définis selon différentes visions de l'activité ou référentiels. Donc, ça peut être une vision économique pour la performance financière, comptable pour calculer les métriques du bilan en normes sociales ou en IFRS, prudentielle pour les calculs de SCR par exemple, ou les ratios de solvabilité extra-financiers. Et évidemment, le calcul de ces indicateurs nécessite d'anticiper l'évolution future des risques financiers et de l'activité de l'assureur. Et pourquoi a-t-on besoin de modèles pour calculer des métriques de bilan ? Alors, la modélisation, en fait, elle est nécessaire à 2 niveaux, je dirais. Donc, le premier, c'est pour représenter l'évolution des facteurs de risque qui impactent le bilan. Bon, évidemment, il faut les identifier, mais il faut également se donner des scénarios pour ces facteurs de risque. Et puis, il faut être capable de traduire ces scénarios sur les flux du bilan, à la fois à l'actif et au passif. Alors cette nécessité de modéliser le bilan et l'évolution future des facteurs de risque, il vient historiquement de la mise en œuvre de Solvabilité 2 et des normes comptables internationales comme IFRS, puisque dans ce cadre-là, les actifs et les passifs sont évalués selon le principe de la juste valeur. C'est-à-dire les actifs sont calculés en valeur de marché, tandis que les passifs sont estimés dans une logique d'évaluation économique. En pratique, le calcul de la juste valeur de marché des engagements, qu'on appelle aussi le best estimate, est réalisé à partir de scénarios risque neutres des facteurs de risque économiques et financiers qui impactent le bilan. Ces scénarios sont construits à partir de modèles stochastiques qui respectent le principe d'absence d'opportunité d'arbitrage et qui reflètent les anticipations du marché sur les risques sous-jacents en date d'évaluation. Typiquement, on va parler de modèles qui sont market consistent, qui sont compatibles avec les anticipations du marché. Ces modèles intègrent également la corrélation entre les différents facteurs de risque. Alors, pour d'autres applications, comme l'étude de la performance du portefeuille d'actifs, le calcul de SCR en modèle interne, par exemple, ou les études de business plan, les exercices ORSA, on a besoin de réaliser une modélisation en monde réel, on appelle en monde réel des facteurs de risque. Et là, il s'agit d'utiliser des modèles qui sont capables de reproduire finalement les statistiques sur les facteurs de risque qu'on observe dans l'historique. Et donc de projeter de manière conforme à la réalité statistique du risque le futur de l'activité. Alors une fois qu'on a posé ces 2 cadres en fait d'évaluation, donc soit utiliser des modèles risque neutre ou des modèles monde réel. Donc pour obtenir en fait les métriques considérées dans les différents scénarios, on utilise une estimation de Monte Carlo. On va faire la moyenne en fait des flux futurs, donc des métriques qu'on a calculées dans les différents scénarios pour avoir une estimation de ces indicateurs. Alors en assurance vie, et plus particulièrement dans le secteur de l'épargne, il est nécessaire de modéliser l'ensemble des interactions possibles entre le portefeuille d'actifs et celui de passifs. Les modèles ALM visent à projeter l'intégralité de ces interactions en intégrant, au-delà des hypothèses financières et techniques, des hypothèses de comportement des assurés et des hypothèses de management. Donc on va définir des règles de réallocation des actifs, etc. Ces lois comportementales, telles que les lois de rachat pour les assurés et la politique de taux servi pour le management, peuvent soulever des difficultés quant à leur calibrage, leur modélisation et plus largement leur justification. Pourquoi les calculs ALM sont-ils particulièrement complexes et coûteux en temps de calcul ? Alors, dans le cadre de notre société d'assurance vie, alors si on considère une société d'assurance vie, c'est particulièrement le cas, les interactions actifs-passifs proviennent des options et garanties
qui accompagnent le contrat d'épargne et qui sont directement liés à l'actif de l'assureur et à la manière dont il le gère. On a des clauses de participation aux bénéfices qui renforcent ces interactions actifs-passifs, puisque l'assureur doit reverser une part des bénéfices de l'exercice aux assurés. Et donc, ça induit des interactions complexes entre l'actif, l'évolution de l'actif, et l'évolution du passif. Et donc, ces interactions doivent être modélisées pour calculer la meilleure valeur, la meilleure estimation des engagements. Le modèle ALM s'appuie sur un grand nombre de simulations des facteurs de risque, qui peuvent aller de 1000 jusqu'à 100 000 simulations. Chacune de ces simulations, en réalité, ces scénarios, va nécessiter le calcul des flux futurs. Et évidemment, comme on l'a vu, il y a beaucoup de facteurs à considérer et potentiellement des interactions actifs-passifs. Donc, générer une métrique, par exemple, de best estimate, ça peut demander un temps considérable dans un scénario donné. Et donc, il faut le faire dans beaucoup de scénarios. Donc, ça peut mettre énormément de temps à calculer. Un autre facteur qui rend complexe les calculs ALM est l'architecture des systèmes de modélisation qui sont utilisés chez les assureurs, qui est parfois assez lourde à exécuter. On a des ressources informatiques qui peuvent être limitées et une demande d'accès à la ressource qui est partagée et donc qui peut induire des difficultés pour calculer ces métriques. Comment faire pour résoudre ce problème opérationnel de complexité et de temps de calcul ? Alors, il y a plusieurs approches qui peuvent être utilisées. La plupart se basent sur le principe de simplification. Donc, l'idée, on a un modèle ALM qui est complexe, qui est coûteux à exécuter. L'objectif, c'est de construire une version simplifiée du modèle, qu'on appelle aussi proxy. Et cette version simplifiée, nous, on a étudié sur un certain angle, puisqu'on a proposé des méthodes de métamodélisation. Ces techniques, en fait, consistent à reproduire les sorties du modèle ALM à partir d'un algorithme de machine learning qui est entraîné sur une base d'apprentissage. Donc, il y a plusieurs étapes. Il s'agit de constituer d'abord la base d'apprentissage qui va nous permettre d'entraîner nos modèles, et ça, c'est très important. Et cette base, elle peut être consolidée au fil des exercices. Ensuite, il s'agit évidemment d'identifier la métrique qu'on cherche à reproduire. Donc, ça peut être le best estimate, donc la juste valeur des engagements. Ça peut être la différence entre l'actif et le passif, la NAV. Ça peut être le SCR, donc le ratio de solvabilité, par exemple. Et donc, ces différentes métriques, une fois qu'on les a retenues, l'objectif sera de reproduire ces métriques à partir d'une base d'entraînement. Donc, on va entraîner différents modèles et on va vérifier que les modèles qu'on a entraînés prédisent bien la variable cible qu'on s'est donnée. Et cette prédiction, en fait, elle va être testée sur une base test. On va vérifier que les prédictions coïncident bien ou sont proches du réalisé pour les différentes variables d'entrée. Une fois l'algorithme d'apprentissage validé sur nos données, on peut l'utiliser dans différents cas d'usage. D'abord, comme un outil d'exploration du modèle ALM, pour calculer, par exemple, des sensibilités qui n'auraient pas été réalisées lors des exercices réglementaires précédents. On peut également recalculer de manière efficace certaines métriques du bilan à des dates futures. Par exemple, recalculer un SCR lorsqu'on observe des variations de facteurs de risque, des conditions de marché qui évoluent, et ça à n'importe quelle date entre deux exercices réglementaires. Et enfin, notre cas d'usage, c'est de réaliser des projections de bilan dans des scénarios ORSA ou des stress tests, puisque si on a par exemple une projection, une estimation du BE par notre métamodèle, on peut, à chaque point du scénario central, par exemple, recalculer cette métrique de manière efficace et d'avoir une projection monde réel de notre activité. Merci Areski pour cet échange et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre les actualités de la Business Unit Actuariat et nos prochaines publications sur les sujets autour de l'ALM.